والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis Ahmed Mouska, professeur de sciences naturelles. Je suis aujourd'hui avec vous pour faire un rappel de cours sur la génétique humaine, après avoir fait la génétique formelle qui se rapporte aux animaux et aux végétaux. Maintenant, on va faire la génétique humaine qui se rapporte aux humains. Donc, on va essayer. Cette génétique humaine repose sur le pédigré ou l'arbre généalogique, dont l'étude est complétée par l'électrophorèse et les karyotypes cellulaires, entre autres méthodes. Et elle se résume en quelques règles. En tout cas, moi, j'ai résumé cette génétique en 6 règles, quelques hypothèses et 16 génotypes. On va essayer de voir ces règles, ces hypothèses et ces génotypes pour pouvoir faire une application, Inch'Allah, après. Donc, on commence. Donc, on a ici la génétique humaine. Génétique humaine. Donc, règle 1. Règle 1. Si on a des parents sains ayant un enfant malade, nous sommes sûrs que l'allèle de la maladie est récessif. Donc, que cet enfant soit un garçon ou une fille, ce n'est pas important. L'essentiel, que les parents soient sains et qu'ils donnent un enfant malade. Par exemple, on a ici 2 parents sains. Ça, c'est un homme. Ça, c'est une femme. Et leur enfant est là, est malade. Ça, c'est une fille. Donc, ici, on a un homme sain, une femme saine, et on donnait un garçon qui est malade. Dans tous les cas, dans les 2 cas, l'allèle de la maladie est récessif. Donc ça implique que l'allèle de la maladie est récessif. Je rappelle que les hommes sont représentés par des rectangles, les femmes par des cercles. Si le cercle ou le rectangle est hachuré, ça veut dire que l'individu est malade. S'il n'est pas hachuré, ça veut dire qu'il est sain. Donc, 2 parents sains ayant un enfant malade, l'allèle de la maladie est récessif. On a une deuxième règle, parce que dans un exercice de génétique humaine, vous savez qu'on commence par demander est-ce que l'allèle de la maladie est récessif ou dominant. Si on ne sait pas si l'allèle de la maladie est récessif ou dominant, on ne peut pas savoir si les gènes est autosomique ou gonosomique. Donc les questions se succèdent d'une manière cohérente. L'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif? Les gènes de la maladie est-il autosomique ou gonosomique? Écrivez les génotypes. Donc d'abord, on va prendre les règles qui concernent l'allèle de la maladie, c'est-à-dire est-ce qu'il est récessif ou dominant. Après, on va voir est-ce que les gènes est autosomal ou gonosomal. Bien, donc la deuxième règle, règle 2. Règle 2, 2 parents malades ayant un enfant sain. 2 parents malades ayant un enfant sain. On fait exactement la même chose. On leur attribue une fille qui est saine ou un garçon qui est sain. L'essentiel, que ces 2 parents sont malades, leur enfant est sain. Donc ça implique que l'allèle de la maladie est dominant. Il faut toujours faire attention parce que si vous parlez du dominant ou récessif, vous parlez de l'allèle. L'allèle est-il dominant ou récessif? Si vous parlez de la localisation autosomique, vous parlez du gène. C'est le gène qui est autosomique ou gonosomique. Bien. Donc, règle 3. Maintenant, dans un exemple, on a trouvé 2 parents sains ayant un enfant malade, l'allèle de la maladie est récessif. Dans un autre, on a trouvé 2 parents malades ayant un enfant sain, l'allèle est dominant. Mais dans un autre exercice, on trouve que l'arbre ne renferme pas des parents sains ayant un enfant malade, ni des parents malades ayant un enfant sain. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'allèle de la maladie peut être dominant ou peut être récessif. Mais les généticiens disent que dominant est plus probable jusqu'à preuve de contraire. En tout cas, les deux hypothèses sont possibles. Par exemple, si on a quelque chose comme ça, ça c'est un père malade, une mère saine et une fille, par exemple, saine. Ou bien, on a un père sain, une mère malade et une fille malade. Vous savez qu'ici,
il n'y a pas de parent sain ayant un enfant malade, ni de parent malade ayant un enfant sain. Donc les deux hypothèses sont possibles, mais on dit que dominant est plus probable jusqu'à preuve de contraire. Donc l'allèle de la maladie, peut être dominant ou récessif. Pourquoi dominant? Parce qu'il n'y a pas de père sain qui a un enfant malade qui rejette cette hypothèse. Pourquoi récessif? Parce qu'il n'y a pas de parent malade qui a un enfant sain qui rejette aussi cette deuxième hypothèse. Mais on dit que dominant est plus probable jusqu'à preuve de contraire. Est plus probable jusqu'à preuve de contraire. C'est-à-dire jusqu'à que l'exercice nous donne une indication qui confirme le contraire. Voilà. Donc, la règle 4. Maintenant, règle 4. Qu'est-ce qu'elle dit, cette règle 4? Là, cette règle 4, ça rapporte à la règle 1, c'est-à-dire elle est conditionnée par la règle 1. Si l'allèle est récessif, si on est sûr que l'allèle est récessif, et on trouve un père sain qui a une fille malade ou une mère malade qui a un garçon sain, là, nous sommes sûrs que le gène est autosomal. Et on peut justifier cela ou vérifier cela. Donc, règle 4, si l'allèle de la maladie est récessif, donc il faut que l'allèle soit récessif d'abord. Et on a un père sain ayant une fille malade, ou bien une mère malade ayant un garçon sain, là nous sommes sûrs que le gène maintenant est autosomique, c'est-à-dire porté par une paire d'autosomes. Et si on veut vérifier cela, suivez avec moi. Voilà, vérifions cette règle. On sait que, supposons que S c'est sain, supposons que S égale sain et que petit m égale malade. Voilà. Un père sain ayant une fille malade, ce père, quel sera son génotype? C'est X grand S sur Y, parce que S domine M, ça, c'est une condition de cette règle. Cette fille, c'est X petit m sur X petit m. À votre avis, est-ce que ce père peut donner XM à sa fille? Non, il ne peut pas donner XM à sa fille parce qu'il n'a pas XM. On dit que il n'a pas XM, donc c'est impossible. Ça, ce n'est pas possible. Si jamais on trouve un père sain qui a une fille malade et que l'allèle de la maladie est récessive, on est sûr qu'il est autosomique. Et si on trouve aussi une mère malade qui a un garçon sain, elle aussi, si elle est XM, elle ne peut pas donner XS à son garçon. D'accord? Donc, ça c'est la 4e règle. Passons à la 5e règle. Règle 5. Maintenant, elle se rapporte à l'allèle dominant. Règle 5. Elle se rapporte maintenant à l'allèle dominant. Si l'allèle de la maladie est dominant, si l'allèle de la maladie est dominant, et on a, c'est-à-dire que l'arbre montre un père malade ayant une fille saine, un père malade ayant une fille saine, ou bien une mère saine ayant un garçon malade. Vous voyez, vous pouvez retenir ces règles par le fait de dire que vous avez toujours le père qui porte le phénotype dominant
et le descendant, le fils, la fille porte le phénotype récessif, il s'agit du père. Et si si vous arrivez à retenir cela, vous allez inverser, vous allez faire que la fille est maintenant une mère et qu'elle a un garçon qui a le même phénotype que le père précédent. Donc un père malade ayant une fille saine ou une mère saine qui a un garçon malade, ça signifie automatiquement que le gène est autosomique. D'accord? Voilà. Donc pour la règle 6, j'ai dit que dans le cas de codominance, si un homme porte le phénotype de codominance, ça veut dire que le gène est autosomique. Parce que dans le cas de gène gonosomique, l'homme ne peut pas porter des allèles. Donc voilà, par exemple, on a ici un homme sain, une femme malade, et on a un fils qui porte le phénotype de codominance. Donc, dans ce cas, automatiquement, le gène est autosomique. Donc, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Dans le cas des gènes, dans le cas de codominance, pardon, dans le cas de codominance, si un homme porte le phénotype de codominance, le gène est autosomique. Et autosomique. Bien. Donc, on va faire des petites remarques. C'est-à-dire que si les règles de dominance ou de récessive ne sont pas confirmées dans l'exercice, ça veut dire que, j'ai déjà dit que ça veut dire que l'allèle d'Amadi peut être dominant ou peut être récessif. Si aussi la règle, parce que vous avez remarqué ici que toutes les règles ne confirment que le gène autosomique. Ici, vous ne voyez pas une règle qui confirme le gène gonosomique. C'est-à-dire que si le gène autosomique n'est pas confirmé par une règle, le gène gonosomique porté par X est plus probable. C'est-à-dire on va prendre une deuxième remarque, on va faire ça sous forme de notez bien, NB. La deuxième remarque dit que si quand le gène porté par Y est rejeté, dans quel cas? Dans le cas où on a une femme qui est atteinte par la maladie, vous savez que la femme n'a rien à voir avec l'Y. Si vous voyez une femme atteinte, ça veut dire qu'elle n'est plus portée par X, donc ça veut dire qu'elle n'est plus portée par Y, donc portée par Y est rejetée. Si vous voyez aussi le père et son fils qui ont deux phénotypes différents, ça veut dire aussi que le gène n'est plus porté par Y parce qu'il y a un seul Y. Si le père est atteint, ça veut dire que tous ses fils garçons seront atteints. Donc, on va prendre une, notez bien une. Si le gène autosomique n'est pas confirmé par une règle, si le gène autosomique n'est pas confirmé par une règle, les gènes gonosomiques portés par X est plus probable. Plus probable parce que toutes les deux hypothèses sont possibles et plus probable. Mais on donne la priorité aux gènes gonosomiques portés par X, je viens de dire, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, notez bien ça rapporte à porté par Y. On dit qu'un gène gonosomal porté par Y est rejeté. Un gène gonosomique porté
par Y est rejeté si le pédigré ou l'arbre généalogique montre une femme malade, Si une femme est malade, ça veut dire que le gène n'est plus porté par Y. Ou bien, un père et son fils qui ont deux phénotypes différents. Des phénotypes différents. Donc, au début de la séance, on avait dit que la génétique humaine repose sur le pédigré, dont l'étude est complétée parfois par l'électrophorèse et les karyotypes cellulaires. Donc, pour cela, on doit faire un petit rappel sur les anomalies chromosomiques. Vous savez que les anomalies chromosomiques peuvent être des anomalies de nombre ou des anomalies de structure. Les anomalies de nombre sont très fréquentes dans les exercices. On peut par exemple citer la trisomie 21 qui est une anomalie autosomique. C'est la paire 21, au lieu d'être 2 chromosomes, elle est à 3 chromosomes. On peut citer par exemple la trisomie 18 qui est beaucoup plus rare. On peut citer la trisomie gonosomique qui est le syndrome de Klinefelter, XXY chez le mâle. Donc, elle peut venir de la mère ou du père. La monosomie, syndrome de Turner, qui est toujours aussi une fille, qui a un seul chromosome sexuel. Donc, ça, c'est des maladies qui sont fréquentes dans les exercices. Maintenant, quelle est la cause de ces anomalies? C'est une fausse méiose. C'est-à-dire que la méiose était anormale. En anaphase 1 ou en anaphase 2, elle peut venir dans la division réductionnelle ou la division équationnelle au niveau de l'anaphase. Si par exemple, vous savez que vous avez une cellule, on va seulement schématiser les chromosomes. En métaphase 1, il y a une tétrade ici. La tétrade, c'est une paire de chromosomes homologues, fissurés et appariés. L'un des chromosomes est paternel, l'autre est maternel. Donc, cette paire de chromosomes, au lieu en anaphase 1, que l'un des chromosomes part dans l'un des pôles et l'autre dans l'autre pôle, tous les deux chromosomes, par exemple, vous avez ici des cellules. Dans cette cellule, vous avez les deux chromosomes qui sont partis ensemble. Et dans cette cellule, il n'y a rien. Donc, au niveau de la division équationnelle, qu'est-ce qui va se passer? Cette cellule va donner des cellules. Chaque Et ici, cette paire de chromosomes n'est pas représentée. Donc, si cette cellule est fécondée par un spermatozoïde normal, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un troisième chromosome qui est là, un troisième chromosome qui est là, parce que ça c'est un spermatozoïde. C'est un spermatozoïde, un gamète mâle. Là, s'il y a un spermatozoïde, il sera seul. Là aussi, il sera seul. Donc, on assiste ici à une trisomie, là une trisomie, et ici une monosomie. Ça, c'est si elle est venue dans la division réductionnelle. Maintenant, si la division réductionnelle était normale, et que ça c'est pendant, ici c'est pendant la division réductionnelle. Si l'anomalie est survenue pendant la division équationnelle, qu'est-ce qu'on verra? On verra, ici on avait
La division réductionnelle est normale. On a ici un chromosome, on a ici un autre. Mais, par exemple, celle-là est normale. Elle va donner on aura ici un chromosome simple, un chromosome simple. Mais là, au lieu que l'un des chromosomes migre vers chaque pôle, le chromosome, on aura ici deux chromosomes simples dans une cellule et l'autre cellule, dans l'autre cellule, la paire n'est pas représentée. Le chromosome n'est pas représenté. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, par exemple, quand il y aura un spermatozoïde, il y aura une cellule normale. Là, on aura une cellule normale. Là, on aura une monosomie, parce que c'est le spermatozoïde seulement. Là, on aura une trisomie. Voilà. Donc, elle peut survenir pendant la division réductionnelle ou pendant la division équationnelle. Ça, c'est quelle sera la conséquence? Une trisomie ou une monosomie. Donc, on va maintenant parler d'autre chose qui est les groupes sanguins, les systèmes du groupe sanguin. Des groupes sanguins. Le système A, B, O et le système Rhésus. Et le système Rhésus. Voilà. Les systèmes des groupes sanguins A, B, O et système Rhésus, c'est-à-dire que vous savez tous que chacun a un groupe sanguin. Vous avez 4 groupes sanguins. Le groupe A, le groupe B, le groupe AB qui réside dans la codominance entre A et B, et le groupe O. La A et B, tous les deux dominent O, et entre les deux, il y a une codominance. Si quelqu'un, par exemple, a un groupe sanguin A, son génotype c'est grand A sur grand A ou grand A sur petit O, parce que O est récessif. Donc il peut être pur ou hybride. L'antigène présent sur les membranes de ces hématies, c'est l'antigène A. L'anticorps présent dans son plasma, c'est-à-dire on l'appelle aussi agglutinine, c'est l'anti-B. C'est pourquoi quelqu'un qui est de groupe sanguin A ne peut pas recevoir le sang d'un individu de groupe sanguin B. Les réactions des hématies avec les anticorps sont positives pour anti-A, mais négatives pour anti-B. Si quelqu'un est de groupe sanguin B, il est de génotype grand B sur grand B ou grand B sur petit O, donc pur ou hybride. L'antigène ou l'agglutinogène présent sur les membranes de ces hématies, c'est B. L'anticorps dans son plasma, c'est anti-A. La réaction est positive avec l'anti-B, mais elle est négative avec l'anti-A. Si quelqu'un est de groupe sanguin AB, son génotype c'est A sur B ou B sur A. Les antigènes présents sur les membranes de ces hématies, c'est A et B à la fois. Il a 2 antigènes. Mais il n'a pas d'anticorps dans le plasma. Les réactions avec les anticorps sont positives toutes les deux, avec anti-A et anti-B. Pour quelqu'un qui est de groupe sanguin O, il est de génotype O sur O, il n'a pas d'antigène sur ses membranes, il a les 2 anticorps à la fois, anti-A et anti-B dans son sérum, dans son plasma. La réaction est négative avec les 2 anticorps, anti-A et anti-B. Donc ça, c'est pour les groupes sanguins ABO. Maintenant, pour le rhésus est une protéine. Quand on a cette protéine, on est de rhésus positif. Quand on n'a pas cette protéine, on est de rhésus négatif. Et le rhésus positif domine le rhésus négatif. Maintenant, quelqu'un qui est rhésus positif peut être RH+ sur RH+ ou D, grand D sur grand D,
ou RH plus sur RH moins ou grand D sur petit d. Les réactions avec les sérums anti-D est positive. Le sang avec agglutinine, c'est grand D. L'anticorps, aucun anticorps. Pour les résistes moins, quand quelqu'un est de résiste moins, il est RH moins sur RH moins ou petit d sur petit d. On peut toujours vous donner un tableau comme ça, on peut toujours faire un tableau pour exprimer cela. La réaction est négative avec le sérum anti-D. Il n'y a pas d'agglutinine cellulaire. Il n'y a pas aussi d'anticorps pour celui qui a un résiste moins. Donc, ces deux gènes sont autosomaux, comme je viens de dire. Vous savez qu'il y a un seul problème qui se pose pour un couple quand la femme est résiste moins, l'homme est résiste plus. S'ils ne prennent pas l'anti-D, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que le sang de la femme va considérer que le résiste est anticorps et donc il va les dégrader. J'espère que vous avez compris. On va essayer très prochainement, Inch'Allah, de faire une application pour ce cours de génétique humaine, pour voir tous les cours. Vous savez que la génétique, toute la génétique, c'est par l'application. Donc, je vous souhaite une bonne chance. Merci. Aujourd'hui, on va essayer d'appliquer la génétique humaine. On avait fait un rappel de cours sur la génétique humaine. On va essayer de la rappeler par un exercice classique qui n'est pas très difficile. Donc, lisons ensemble l'exercice. Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire. 1. Exploiter les données du document 1 pour discuter chacune des hypothèses suivantes. H1, c'est-à-dire l'hypothèse 1, l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par un autosome. L'hypothèse D, l'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par un autosome. L'hypothèse 3, l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par X. L'hypothèse 4, l'allèle responsable de la maladie est dominant porté par X. Deuxièmement, pour vérifier les hypothèses envisagées dans la première question, on fait par la technique de l'électrophorèse l'analyse des fragments d'ADN correspondant aux allèles A1 et A2 du gène impliqué dans la maladie de deux individus en 2 et D5. Vous avez devant vous le pédigré et l'électrophorèse. Les résultats sont représentés par le document 2 à partir de l'exploitation des documents 1 et 2. Petit a identifié parmi les allèles A1 et A2 l'allèle normal et l'allèle muté. Petit b précisé parmi les hypothèses envisagées dans la première question, les hypothèses à retenir, justifiez votre réponse. Troisièmement, la femme 3.2 est inquiète quant à l'état de santé de son futur enfant, fœtus F2. Pour se rassurer, elle consulte son médecin. Celui-ci établit le karyotype du fœtus ainsi que le nombre d'allèles correspondant aux gènes étudiés chez son fœtus. Les résultats sont représentés par les documents 3 et 4. Petit a, à partir de l'analyse des documents 3 et 4, préciser laquelle des hypothèses précédentes est à retenir. Petit b, préciser le phénotype du fœtus ainsi que son sexe. Petit c, écrivez les génotypes de 1.1 et 3.1. Il s'agit d'un pédigré. Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire. Petit 1, la première question. Exploiter les données du document 1 pour discuter chacune des hypothèses suivantes. Hypothèse 1, l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par un autosome. Donc la première hypothèse, qu'est-ce qu'elle dit? On va essayer d'appliquer ce qu'on vient de dire. L'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par un autosome. Et regardez dans le tableau, est-ce que vous avez des parents malades ayant un enfant sain? Si vous avez des parents malades ayant un enfant sain, l'allèle de la maladie est dominant, donc on rejette récessif et tout ce qui est avec récessif. Mais dans notre pédigré, il n'y a pas de parents malades ayant un enfant sain. Donc notre hypothèse est retenue, car le pédigré ne montre pas de parents malades ayant un enfant sain.
La deuxième hypothèse, hypothèse 2, l'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par un autosome. On fait exactement la même chose. On cherche est-ce que l'arbre nous donne ou montre des parents sains ayant un enfant malade. Si l'arbre montre des parents sains ayant un enfant malade, ça veut dire que l'allèle est récessive, donc tout ce qui est dominant sera rejeté. Mais notre pédigré ne montre pas des parents sains ayant un enfant malade, donc l'allèle peut bien être dominant, donc on va retenir aussi cette hypothèse. La troisième hypothèse, elle dit l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par X. On a vu dans le cours que si l'allèle est récessif et que dans le pédigré, il y a un père sain ayant une fille malade ou une mère malade ayant un garçon sain, le gène est autosomique. Regardez dans votre pédigré, est-ce qu'il y a un père sain ayant une fille malade? Je ne vois pas de père sain ayant une fille malade. Je ne vois non plus une mère malade ayant un père sain. Donc, notre hypothèse peut être retenue, donc elle est retenue parce que le pédigré ne montre pas un père sain ayant une fille malade, ni une mère malade ayant un garçon sain. Voilà, la quatrième hypothèse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'allèle responsable de la maladie est dominant porté par X. On a dit dans le cours que si l'allèle de la maladie est dominant et qu'on a un père malade ayant une fille saine ou une mère saine ayant un garçon malade, que le gène est automatiquement autosomique. Regardez votre pédigré. Dans le pédigré, je ne vois pas un père malade ayant une fille saine, ni une mère saine ayant un garçon malade. Donc, notre hypothèse est retenue. La quatrième aussi hypothèse est retenue, donc on a retenu toutes les hypothèses par des règles bien précises. Donc, avant de répondre à la deuxième question, on va écrire la réponse à la première question. Donc, discussion des hypothèses. C'est une application, exercice d'application. Voilà. Première question, discussion des hypothèses. Et c'est comme ça que vous devez discuter des hypothèses dans un exercice génétique humain. Donc, hypothèse 1, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit allèle récessif autosomique. Cette hypothèse est retenue car le pédigré ne montre pas de parents malades ayant un enfant sain. Un enfant sain. Voilà. L'hypothèse 2, qu'est-ce qu'elle dit? Hypothèse retenue. Hypothèse 2, allèle dominant autosomique. Hypothèse retenue. Pourquoi? Car le pédigré ne montre pas des parents sains ayant un enfant malade. Ne montre pas de parents sains. Parce que s'il y avait des parents sains et un enfant, l'allèle aurait été récessif et tout ce qui est dominant sera rejeté. Ne montre pas de parents sains ayant un enfant malade. Voilà. Hypothèse 3, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit allèle récessif
porté par X, allèle récessif, gonosomal porté par X, ou gonosomique porté par X. Cette hypothèse aussi est retenue. Hypothèse retenue car le pédigré. On vient de dire que si l'allèle de la maladie est récessive et qu'on a un père sain, il y a une fille malade, une mère malade, il y a un garçon sain, le gène est automatiquement autosomique. Donc s'il est récessif et on a ces conditions, l'allèle ne peut plus être gonosomique porté par X. Car le pédigré ne montre pas un père sain ayant une fille malade, ni une mère malade ayant un garçon sain. Voilà. Hypothèse 4. Allèle dominant gonosomique porté par X. Hypothèse retenue. Pourquoi retenue? Parce que le pédigré ne montre pas un père malade ayant une fille saine ou une mère saine ayant un garçon malade. Hypothèse retenue car le pédigré ne montre pas un père malade ayant une fille saine ou bien une mère saine ayant un garçon malade. Voilà. Maintenant qu'on a retenu les 4 hypothèses, on va passer à la deuxième question. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour vérifier les hypothèses envisagées dans la première question, on fait par la technique de l'électrophoreuse. C'est une technique biologique qui fait séparer les allèles d'un gène. Donc, l'analyse des fragments d'ADN correspondant aux allèles A1 et A2 du gène impliqué dans la maladie de 2 individus, 1, 2 et 2, 5. Les résultats sont représentés par le document 2. À partir de l'exploitation des documents 1 et 2, petit a identifié parmi les allèles A1 et A2 l'allèle normal et l'allèle muté. Bien, observons bien les individus pour lesquels on a fait l'électrophorèse. Revenons à notre pédigré. On va regarder l'individu en 2 et l'individu de 5. L'individu en 2 est une femme malade. Regardons son électrophorèse. Elle montre que cette femme ne possède que l'allèle AD. Elle est malade et elle ne possède que l'AD. Elle n'a pas d'allèle A1. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela à propos de l'allèle de la maladie? C'est-à-dire que l'individu de 5, regardons l'individu de 5. D5 est une femme saine qui présente les 2 allèles, A1 et A2. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? On peut déduire que l'allèle de la maladie est l'allèle A2, car l'individu en 2 ne possède qu'A2 et il est malade, ou elle est malade parce que c'est une femme. L'individu 2,5, c'est une femme saine qui possède les 2 allèles, ça veut dire que l'hybride est saine, ce qui signifie d'autre part que l'allèle de la maladie est récessif. Donc, pour répondre à la question petit a, on va dire que l'allèle responsable de la maladie est l'allèle A2, car l'individu 1,2 est malade et ne possède qu'A2. Bien. Donc, deuxièmement, petit a. Deuxièmement, petit a, l'allèle responsable de la maladie, l'allèle responsable de la maladie est l'allèle A2, car l'individu 1,2 ne possède qu'A2 et il est malade. Car
l'individu, c'est une femme, pardon, l'individu 1, 2, c'est une femme, ne possède que l'allèle A2 et elle est malade. Voilà. Petit b, qu'est-ce qu'il dit? Précisez parmi les hypothèses envisagées dans la première question, les hypothèses à retenir, juste votre réponse. Petit a, petit b. L'électrophorèse montre que la femme de 5 est saine. Elle a les deux allèles, donc saine et hybride, ça veut dire que l'allèle de la maladie est récessif. Ce qui rejette tout ce qui est dominant. Donc, on retient l'hypothèse récessive autosomique et récessive gonosomique portée par X. Bien, donc les hypothèses retenues sont récessive autosomique, qui est l'hypothèse 1, et récessive gonosomique portée par X, qui est l'hypothèse 3. Sont hypothèse 1 et hypothèse 3. Car la femme de 5 est saine après le pédigré et hybride après l'électrophorèse. Saine et hybride. Donc, tout ce qui est dominant sera rejeté. Les hypothèses 2 et 4 sont rejetées. Voilà. Maintenant, voyons la troisième question. Qu'est-ce qu'elle dit? La troisième question, on dit que la femme 3-2 est inquiète quant à l'état de santé de son futur enfant, fœtus F2. Pour se rassurer, elle consulte son médecin. Celui-ci établit le karyotype du fœtus ainsi que le nombre d'allèles correspondant aux gènes étudiés chez son fœtus. Les résultats sont représentés par les documents 3 et 4. Voyons, regardez le document 3 et le document 4. Qu'est-ce qu'il dit? À partir de l'analyse des documents 3 et 4, précisez lesquelles des hypothèses précédentes est à retenir. Revenons sur le document 3 et puis le document 4. Le document 4 nous montre que le fœtus a l'allèle A2. Mais en le comparant, on va revenir au fœtus F2. Regardez l'individu 1-2. Regardez l'individu 1-2. Regardez. L'individu 1-2. L'individu 1-2, c'est ça. L'individu 1-2 présente un seul allèle, mais si vous comparez l'individu 1-2 à l'individu au fœtus, vous allez voir que la représentation n'est pas la même. Ensuite, l'individu A2 est l'individu qui est responsable de la maladie, mais voyons d'abord les karyotypes de ce fœtus. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le fœtus est une fille car les chromosomes sexuels sont XX. Si une fille est malade, ça veut dire qu'elle est daraspire, ça veut dire qu'elle a deux allèles. C'est ce que je viens de dire ou je voulais vous dire par la comparaison de l'allure de l'allèle pour 1, 2 et pour le fœtus. Donc si une fille est malade, ça veut dire qu'elle a deux allèles A2. Donc on va qu'est-ce qu'elle dit la question? Elle dit à partir d'analyse des documents 3 et 4, préciser laquelle des hypothèses précédentes est à retenir. Revenons aux parents de cette fille. L'arbre généalogique. Regardez. Regardons l'arbre. Si on regarde l'arbre, on voit que le père de cette fille est sain. Si un père sain a une fille malade, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si l'allèle est récessif et qu'un père sain a une fille malade, ça veut dire que le gène est autosomique. Donc on retient l'hypothèse qui dit gène récessif autosomique et on rejette récessif gonosomal porté par X. Pourquoi? Parce qu'on a un père sain qui a une fille malade. Donc troisièmement, petit a,
L'hypothèse retenue est l'hypothèse 1. Pourquoi? Car l'électrophoreuse montre que ce fœtus ne possède que l'allèle A2, donc l'allèle de la maladie, et le karyotype montre qu'il s'agit d'une fille. Voilà, une fille, quand elle est malade, elle ne possède cancer, donc elle doit obligatoirement être pure, donc elle possède les allèles. Mais le père de cette fille est sain. Le pédigré montre aussi que le père de cette fille est sain. Donc, si l'allèle de la maladie est récessive et qu'on a un père sain, il y a une fille malade, le gène est automatiquement autosomique récessif. D'accord? Petit b, qu'est-ce qu'il dit? Préciser le phénotype du fœtus ainsi que son sexe. Le phénotype du fœtus est malade, donc petit m. Le sexe est un sexe féminin d'après le karyotype cellulaire. Petit b, une fille malade. C'est ça le phénotype et le sexe du fœtus. Petit c, écrivez les génotypes de 1,1 et 3,1. Donc, on a retenu pour une question précédente que l'allèle responsable de la maladie est A2. Donc, A1 domine A2. A1 c'est sain et A2 c'est malade. En écrivant les génotypes A1 égale sain, A2 égale malade. Et on sait que A1 domine A2. Voilà. Génotype. On nous a demandé 1,1. Regardez, 1,1 c'est un homme sain. La maladie est autosomique, il a des enfants malades, donc il est hybride. Donc 1,1, il est A1 sur A2. On nous demande 3,1. 3,1. Si on ne nous a pas donné le phénotype de la fille par les karyotypes cellulaires, on aurait dit que c'est un génotype probable, qu'il peut être SS ou S1 parce qu'on ne sait pas. Mais on sait que le fœtus fédé et son fœtus, c'est une fille malade. Donc, obligatoirement, le père est grand S, A1 sur A2. Donc, il est sain mais hybride. 1,1 sur A2. Voilà. Je vous ai parlé des génotypes dans le cours. Mais quand même, ici, dans ce cas, on a un gène autosomique récessif. On a seulement 3 génotypes possibles. Ou bien l'individu est malade, ou bien il est hybride, ou bien il est probable. D'accord? Donc, pour les autres génotypes, on aura une autre occasion pour vous le dire. J'espère que vous avez compris et que l'exercice a appliqué ce qu'on a fait dans le cours. Je vous souhaite bonne chance. À très prochainement, Inch'Allah.